L'approche centrée solution fait partie du grand courant de pensée systémique en psychologie, même si, on va le voir dans cette vidéo, elle comporte ses spécificités et elle est notamment utilisée, bien évidemment, dans le cadre de la thérapie, mais également du travail social, de l'enseignement, du management, du coaching, etc. Alors, ces thérapies dites solutionnistes sont apparues à peu près dans les années 80, au centre de la thérapie brève familiale de Milwaukee qui avait été co-créée par Steve DeShazer et son épouse Insoo Kim Berg. Et les racines de cette approche sont profondément implantées dans le travail du Research Mental Institute à Palo Alto, en Californie. Donc bien évidemment du travail de Milton Erickson, mais également de la philosophie de Ludwig Wittgenstein. C'est une approche qui s'inscrit vraiment dans la mouvance de la seconde cybernétique et qui repose sur plusieurs convictions. La première, c'est que les clients sont compétents. J'utilise ici le terme de client dans sa définition étymologique et j'avais fait une vidéo sur le sujet, je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo spécifique, mais vous pouvez le remplacer par le terme de patient ou celui qu'il vous plaira. La deuxième conviction, c'est que les clients possèdent la capacité innée de trouver des solutions à leurs problèmes et des nouvelles significations qui ont le pouvoir d'améliorer leur vie. Mais que cette capacité peut parfois être étouffée ou occultée sous le poids du problème. Et la troisième conviction, c'est que les clients veulent changer et que par conséquent, la résistance au changement n'existe pas. Et avec le canevas de ces trois conceptions, il va s'agir, pour l'intervenant, de venir créer les conditions d'un accompagnement qui permettent aux personnes de libérer leur capacité créative, de mobiliser toutes leurs compétences et leurs ressources d'adaptation personnelle. Alors, une des grandes particularités de cette approche, c'est qu'elle ne propose aucune théorie sur le client. Elle s'appuie uniquement sur une théorisation de l'accompagnement. Donc à aucun moment dans l'approche centrée solution, vous allez trouver une vocation à émettre des diagnostics, à réfléchir vis-à-vis des différentes typologies de problèmes ou de clients. Toute l'énergie va être mise au service de la création d'un espace relationnel qui permette de co-créer des significations qui vont être porteuses de changement. Et de donner toutes les chances aux clients d'identifier et d'amplifier ses ressources personnelles pour aller vers l'objectif qu'ils souhaitent. Donc c'est ce qui va conditionner le positionnement, mais également toutes les questions que va pouvoir poser l'intervenant. Une des trames de questionnement, ça pourrait être à quoi ressemblera la vie des personnes si leurs meilleurs espoirs s'étaient réalisés. Il va y avoir, vous voyez, des questions qui vont vraiment cibler la destination plutôt que cibler le problème. Tout ça, c'est basé sur un constat simple, c'est-à-dire le fait que c'est beaucoup plus probable d'arriver à la destination qu'on souhaite si on l'a rentrée dans notre GPS plutôt que si on ne sait pas où on va. Il y a également cette idée que l'endroit vers lequel on souhaite se rendre n'est pas prédéterminé par l'endroit où nous sommes actuellement. Steve DeShazer avait l'habitude de dire « Les sujets de plainte qui amènent les clients sont comme des tickets de métro. Ceux-ci permettent aux passagers de franchir le tourniquet, mais ne permettent pas de savoir quel train il va prendre, ni à quelle station il va descendre. L'endroit où il veut se rendre n'est pas prédéterminé par celui d'où il est parti. » Donc si on vient un petit peu schématiser les choses, c'est comme si, dans la vie des personnes, il y avait parfois des grosses planètes qui sont des planètes problèmes, qui peuvent exercer une très forte force gravitationnelle qui fait que toute notre attention peut être dirigée vers ces planètes problèmes. Et si les personnes arrivent en thérapie et qu'on leur demande alors quel est le problème qui vous amène, on est en train à nouveau de s'intéresser à cette planète problème et de renforcer sa force gravitationnelle. Alors que si on pose des questions aux gens vis-à-vis d'un autre type de planète, c'est-à-dire la planète solution, par exemple en demandant aux personnes à quoi ressemblera votre vie quand le problème ne sera plus présent, ou bien vers quelle destination est-ce que vous souhaitez que l'on aille. Tout ça, ça va permettre d'augmenter la masse, d'augmenter la force gravitationnelle de cette autre planète orientée solution. Alors maintenant, je vais vous présenter 6 principes directeurs qui orientent l'intervention de l'intervenant dans l'approche centrée solution. Le premier principe, c'est que la réalité est co-construite dans l'interaction par des jeux de langage. Là, on va retrouver quelques influences similaires avec l'approche narrative et notamment le constructionnisme social. Dans l'ACS, il y a cette représentation que la thérapie est un processus linguistique et que les constructions sociales jouent un rôle très important dans la manière qu'on va avoir d'identifier et de parler de nos problèmes.
Mais ce qui se passe dans la conversation n'est pas vraiment considéré comme étant quelque chose d'écrit, de contrôlé, de déterminé par des lois intrapsychiques ou des constructions sociales, mais comme un moment de créativité dans un contexte qui comporte l'influence de tout ce qui s'est passé avant et de tout ce qui pourrait advenir. Et comme il y a cette idée que la réalité se construit à travers le langage, à travers la manière dont on la raconte, dans l'espace thérapeutique, il va vraiment y avoir cette co-construction d'une réalité différente. L'intervenant n'est donc pas considéré comme étant un observateur extérieur, mais vraiment comme étant co-créateur de cette nouvelle réalité qui va pouvoir émerger dans l'espace de la thérapie et qui va ouvrir à des voies de changement. Donc le thérapeute dans l'approche centrée solution sait que les questions qu'il pose ne viennent pas découvrir une réalité, mais la co-construisent en partie. Donc l'objectif n'est pas uniquement d'orienter l'attention du thérapeute et du client vers cette nouvelle planète solution, mais également de développer tout un langage qui va être dit centré solution et qui va permettre de développer des nouveaux récits qui vont être centrés sur le progrès, sur ce qui fonctionne déjà, sur les ressources, sur les compétences, les aspirations, etc. Les intervenants doivent donc mettre toute leur énergie à chercher les questions de la même manière que les clients mettent la leur à chercher les réponses. Le deuxième grand principe, c'est que les interventions cherchent à créer et à maintenir une relation de coopération. Et il va y avoir plusieurs points d'appui. Le premier, ça va être de porter une attention positive inconditionnelle envers les gens qui sont accueillis. Donc ça veut dire que tout comportement, tout avis, tout acte, même inadapté, vont être questionnés à partir de présupposés positifs. Ils vont être vus comme étant des tentatives de solutions apportées par les personnes. Le second point d'appui, c'est que l'intervenant va adopter une posture de non-savoir, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que les personnes qui viennent consulter, que les clients, sont les experts de leur vie et que par conséquent la thérapie est un espace de co-expertise. Et l'approche centrée solution se voit également comme étant une approche non normative dans le sens où il n'est pas question de venir faire entrer les gens dans certaines cases, ou en tout cas on ne va jamais leur dire si ce qu'ils font est bien ou mal, s'ils devraient faire comme ceci ou comme cela. Et le troisième point d'appui, c'est que puisqu'il y a cette co-expertise, et puisque l'intervenant est vu comme étant co-créateur de la réalité qui se joue dans l'espace thérapeutique, à partir de ce moment-là, le client ne peut ni être désigné comme étant responsable de ce qui se passe dans l'espace de travail, ni disqualifié à ce propos. Alors le thérapeute explorera avec le client les contributions qui seraient à ajuster éventuellement afin de favoriser la coopération et la possibilité de travail. Le troisième grand principe, c'est que les interventions ne visent pas à diagnostiquer, à repérer ou à réparer un problème, mais à créer et à maintenir les conditions propices au mouvement. Donc comme on a pu le voir précédemment, le rôle de l'intervenant n'est pas celui d'un expert extérieur qui va venir diagnostiquer et proposer une solution, mais bien celui d'un facilitateur, qui va veiller, en restant dans cette posture de non-savoir, à ce que les personnes puissent continuer à développer des récits de progrès dans lesquels elles pourront contacter leurs aspirations et mobiliser leurs ressources pour pouvoir les servir. Le quatrième grand principe, c'est que les interventions sont orientées par les changements qui sont souhaités par les clients. Donc l'intervenant va s'atteler à permettre aux clients de développer une vision de ce à quoi il aspire et de pouvoir augmenter, de pouvoir détailler cette vision-là. L'idée, ça va vraiment être de permettre aux personnes de venir, détail après détail, décrire le paysage de ce futur souhaité. Et ensuite, il va y avoir cette idée de permettre aux clients de voir toutes les avancées, aussi infimes soient-elles, qui vont dans le sens de ce futur souhaité. Le cinquième grand principe, c'est que le client lui-même détient les solutions et les moyens pour aller vers ce futur souhaité. Et ce cinquième principe peut paraître un petit peu contre-intuitif. Parce que comment on peut considérer qu'une personne qui vient demander de l'aide possède déjà les capacités de trouver des solutions par elle-même? Et il y a un constat qui est posé ici, selon lequel l'ensemble des facteurs qui contribuent à la formation d'un problème est différent de l'ensemble des facteurs qui contribuent à aller vers un futur souhaité. Et ça, c'est une nuance qui va être très importante, puisqu'elle va libérer la personne et l'intervenant de la pensée qui peut être enfermante, selon laquelle il faut impérativement trouver les causes du problème pour le résoudre. Et donc, il va y avoir une orientation du travail sur les facteurs qui contribuent à aller vers le futur souhaité, dans lequel se trouvent éventuellement déjà, pour une part, les solutions propres à la personne sur lesquelles le processus de changement va pouvoir s'appuyer. Le sixième grand principe, c'est que l'intervenant adopte une vision interactionnelle et s'inscrit dans une perspective systémique.
Comme il y a cette vision systémique, un changement à un endroit d'un système peut amener des changements en cascade à d'autres endroits. Par conséquent, ce qui va être visé, c'est vraiment le plus petit changement qui va pouvoir amener, par une cascade de rétroaction positive, d'autres changements qui vont prendre en compte tout le contexte. Ça, c'est une idée que vous allez retrouver notamment dans la conceptualisation des 9 prémices du changement. Alors jusque-là, je vous ai vraiment présenté le canevas général, les grands principes, les idées philosophiques qui sous-tendent la posture des intervenants dans l'approche centrée solution. Je remercie tout particulièrement Jean-Paul Durand qui m'a aidé à la réalisation du script de cette vidéo, mais également d'autres vidéos à venir sur la chaîne pour rentrer un petit peu plus dans les détails de cette fameuse approche centrée solution. Je vous mettrai un lien vers son travail dans la description de la vidéo, ainsi que vers une petite bibliographie qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin si vous vous intéressez à cette approche. Mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne et en attendant, prenez bien soin de vous.